Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de préférer le temps des moissons sur l'ORTB. Le chef de l'État, Patrice Talon, accorde du prix au secteur du numérique au point d'en faire une de ses priorités. Le pari est grand, vous le savez, mais pas impossible, surtout lorsqu'il entre dans le devoir d'offrir aux filles et fils du Bénin plusieurs opportunités. Ainsi, Patrice Talon et son gouvernement ont-ils clairement affiché leurs ambitions d'utiliser les TIC comme élément catalyseur de la dynamique économique afin justement d'opter pour la modernisation du Bénin. Mesdames, Messieurs, pour mieux appréhender justement les réformes et différentes actions dans le secteur du numérique, nous recevons pour vous Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Madame la ministre, bienvenue. Merci. Et merci d'y être. J'ai le plaisir de partager cette tribune avec ma consoeur de la télévision nationale, Rachida Biomama. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, vous le savez, le numérique, ce sont 6 projets phares et bien d'autres déclinés en réformes engagées et actions impliquant plusieurs secteurs d'activité. Avant de les énumérer, vous voudrez bien nous repréciser la vision du chef de l'État dans le secteur du numérique. Alors, la vision du président Patrice Talon dans le secteur du numérique, c'est de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Et cette vision, je pense qu'il est important de le dire, s'est traduite par le fait de positionner ce secteur, donc le secteur du numérique, parmi les secteurs stratégiques pour la relance économique de notre pays. Vous convenez avec moi qu'il serait important de rendre hommage au président de la République pour cette noble et grande vision pour notre pays, cette vision pour le secteur du numérique. En tant que nation, je pense que c'est une grande chance d'avoir un leader, un président de la République, qui a su apprécier la place que le numérique et la digitalisation occupent et donc positionner ce secteur comme prioritaire dans notre pays, le Bénin. Vous savez, je peux vous le dire parce que je suis du secteur, parce qu'au cours de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux pays et beaucoup n'avaient pas cette chance-là. Lorsqu'on entame, on met en œuvre une transformation digitale engagée en tant que pays, on peut accélérer sa marche vers le développement. Et c'est la preuve, si besoin en était, que le président Patrice Talon maîtrise les enjeux de développement du XXIe siècle avec cette vision-là. Alors finalement, le numérique est une réelle opportunité pour un pays comme le Bénin. Le numérique a une très grande opportunité et lorsque le président de la République, le président Patrice Talon, a donc mis en œuvre cette vision, ce que nous avons fait au niveau du secteur, au niveau du ministère, c'est de décliner cette vision à travers notre politique sectorielle, dont la déclaration a été adoptée au mois de novembre en 2016. Et ensuite, le plan stratégique, évidemment, qui en suit, s'est décliné à travers les 6 projets phares du secteur du numérique que l'on retrouve dans le programme d'action du gouvernement. Alors, en 4 ans, Loris, d'abord, bien de choses ont été réalisées dans le secteur du numérique. Justement. Et oui, Madame la ministre, avant de poursuivre, vous voudriez bien nous rappeler les grands axes de votre secteur d'activité. Alors, je parlais donc des 6 projets phares. C'est ce qu'il faut retenir dans le programme d'action du gouvernement pour le secteur du numérique. Nous avons un projet relatif au déploiement de l'Internet haut et très haut débit sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons un projet phare relatif à la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Nous avons également un projet relatif à la mise en œuvre de l'administration intelligente que nous appelons le Smart Gouv. Ensuite, nous avons le passage à la télévision numérique terrestre. Ah oui. Ensuite, on a également le développement du commerce électronique et de l'écosystème. L'e-commerce. Le e-commerce, tout à fait. Et comme 6e projet, la promotion et le développement des contenus numériques dans notre pays. Alors, que comprendre de l'installation de la fibre optique et son impact sur les nouvelles offres de Bénin Télécom Services, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou? Alors donc nous sommes là en plein dans le projet phare relatif au déploiement de l'Internet haut et très haut débit. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en 2016, lorsqu'on a établi le diagnostic du secteur du numérique, nous avons fait 2 constats majeurs. Le premier, c'est qu'il y a une carence en infrastructure numérique terrestre, bien que nous ayons 2 câbles sous-marins qui atterrissaient au Bénin, ce qui est quand même quelque chose de majeur en tant qu'infrastructure.
Mais une fois que vous passez l'étape du câble sous-marin, au niveau de l'infrastructure terrestre, une grande carence. Deuxième défi majeur en 2016 qui a été constaté, c'est l'insuffisance d'investissement des opérateurs dans le déploiement des infrastructures terrestres. Et ces deux défis se remarquaient ou se cristallisaient autour d'une faible adoption des usages numériques. On était à peu près à 20% de pénétration Internet. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, l'État, a pris la résolution ferme et courageuse d'investir massivement dans le déploiement des infrastructures numériques. Nous avons déployé plus de 2000 km de fibres optiques pour pouvoir réhabiliter notre dorsale nationale qui permet en fait du nord jusqu'au sud de pouvoir donc faire passer la fibre optique et permettre donc que les services soient de meilleure qualité. Ensuite, on a déployé plus de 200 kilomètres également de fibres complémentaires pour que la fibre se rapproche des différentes communes. Donc, et au niveau de ces communes, nous avons fait ce qu'on appelle des boucles métropolitaines. Et aujourd'hui, donc, la majorité des communes de notre pays bénéficient de cet accès à la fibre, ce qui est important pour le développement des usages. C'est forcément une grande couverture en matière d'Internet sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes, selon les derniers chiffres de l'ARCEP, à peu près 53% de pénétration Internet. Alors nous sommes partis de 20% aujourd'hui. En 2015, 53% en 2019. Et la progression est plutôt positive. Donc l'objectif de tous ces investissements, c'est bien entendu que les populations, que nos compatriotes, que je salue au passage, puissent en fait bénéficier de services innovants et de qualité. Ah oui. Madame la ministre, on reste toujours dans cette même dynamique pour vous demander maintenant quelle est votre analyse de la qualité et du coût, le rapport qualité et coût de l'Internet au Bénin. Alors, je pense que vous parlez du rapport qualité-prix, et ce rapport qualité-prix s'est considérablement amélioré ces dernières années dans notre pays. Tout à l'heure, je parlais des investissements que nous avons faits dans le secteur, investissements dont le but ultime est d'améliorer la qualité des services. Nous avons apporté des infrastructures de dernière génération, modernisé le réseau d'infrastructures numériques. Et vous savez qu'il y a la Société béninoise d'infrastructures numériques aujourd'hui qui reprend l'ensemble de ce patrimoine, l'ASBIN, ce patrimoine infrastructurel de l'État. Donc, nous avons fait ces investissements pour que les populations, les entreprises aient accès à des services de qualité. Donc, amélioration de la qualité. Un autre pan qui concerne l'amélioration de la qualité, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui, de par la loi, a cette mission de veiller au suivi et au contrôle de la qualité de service. Et cette autorité dispose des outils et des mécanismes, donc les décisions qu'elle prend pour fixer les indicateurs de qualité de service, les mesures qui sont faites de façon périodique pour vérifier, mesurer la performance des opérateurs, qu'on appelle les drive tests dans notre jargon, et un dispositif qui permet un suivi permanent de la qualité de service des opérateurs. Et d'ailleurs, les résultats de ces différentes mesures sont disponibles au niveau du régulateur. Je crois qu'ils les mettent en ligne sur leur site Internet. Donc, au niveau de la qualité, investissement, suivi et mesure, contrôle de la qualité de service. Mais il y a un point important que je voudrais faire, puisque nos compatriotes nous suivent, c'est que la qualité dépend aussi de l'usage. Et en tant que consommateur des services de communication électronique, il faut choisir le type d'Internet qui est convenable pour l'usage que vous voulez avoir. Il convient à son activité. Voilà. Il y a des usages qui ne sont pas appropriés avec l'Internet mobile, où le ressenti du consommateur par rapport à la qualité sera donc négatif parce qu'il n'utilise pas Autrement le type... dit, il faudra adapter l'option à son activité, à ses besoins. Voilà. Donc, dans certains cas, vous allez devoir utiliser de l'Internet fixe. Et c'est pour ça que le gouvernement a fait cette option d'investir massivement dans les infrastructures fixes. Il y a des usages convenables pour l'Internet mobile, il y en a qui sont convenables pour l'Internet fixe, et bien sûr, il y a des usages qui peuvent s'accommoder des deux. Donc, c'est très important de le préciser. Pour en venir au prix, tout à l'heure, je parlais de la qualité, et j'ai dit ce qu'on a fait. Mais est-ce que cela veut dire que, pris individuellement,
les résultats en matière d'amélioration de la qualité de service sont alignés complètement avec les attentes des consommateurs pris individuellement. Nous avons aujourd'hui à peu près 6 500 000 utilisateurs de l'Internet dans notre pays. Ça veut dire 6 500 000 attentes individuelles. Alors que les mesures sont faites de façon à prendre en compte l'ensemble des utilisateurs. Et le prix, c'est pareil. Les outils permettent de veiller à ce que les opérateurs respectent les encadrements qui sont faits par l'ARCEP. Et on a des indicateurs aussi qui permettent de savoir que notre pays fait partie des pays où l'abordabilité de l'Internet est quand même assez bonne. L'Alliance pour un Internet abordable en 2018 nous a classé 4e parmi les pays de l'UEMOA en matière de prix d'accès aux communications électroniques. Et l'année dernière, nous étions en matière d'abordabilité au-dessus de la moyenne africaine. Quand on regarde aussi un rapport qui est important, qui est le rapport entre 1 gigaoctet de données d'Internet et le revenu mensuel moyen du pays, on est passé de 16% en 2015 à 6% en 2019. Ça veut dire une évolution positive en matière d'abordabilité. Donc nous continuons d'intensifier les efforts toujours pour améliorer la qualité de service, pour permettre que les prix soient abordables également, innovants. Et c'est important de voir en fait que des efforts sont faits et que ces efforts vont continuer parce que c'est une amélioration continue. Comme je le disais, la qualité, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. L'ARCEP a mis en place aussi un mécanisme d'écoute des consommateurs et fait des enquêtes. Donc tout cela permet en fait d'entrer dans une dynamique qui permet d'aller vers cette amélioration continue. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Les opérateurs également qui servent ces clients, fournissent ces services, ont à cœur de prendre en compte aussi la perception des clients sur la qualité de service et d'améliorer leurs services. Nous allons continuer à y veiller parce que de ça dépend en fait l'adoption des usages numériques. C'est quoi l'école de la fibre optique, Madame la Ministre? L'école de la fibre, toujours dans le cadre du projet phare de déploiement de l'Internet haut et très haut débit, c'est un établissement que nous allons déployer et ouvrir dans notre pays pour constituer un vivier de compétences locales dans les métiers de la fibre optique. Pourquoi cette école est nécessaire? Parce que le secteur, comme je l'ai dit, nous avons fait beaucoup d'investissements, donc le secteur a besoin de compétences pour maintenir ces investissements et aussi opérer les nouveaux projets de déploiement qui ne vont pas manquer d'arriver. Aujourd'hui, à travers les études qui ont été faites, nous estimons à plus de 400 d'ici 2025 le nombre de personnes qu'il faut former dans ces métiers pour le Bénin et à peu près le même nombre pour la sous-région. Donc cette école sera mise en place dans ce cadre-là pour apporter la formation professionnelle, l'enseignement technique autour des métiers de la fibre. Madame la Ministre, votre secteur d'activité impacte et implique plusieurs autres domaines. Tout à fait. Et c'est ce qui explique la généralisation justement du numérique dans le secteur de l'éducation. Avant de vous écouter bien à propos, on va faire un tour à la régie pour suivre justement une vidéo, un reportage qui nous permet de mieux comprendre, d'entrer dans l'économie de ce projet, bien évidemment, qui concerne la généralisation de l'usage du numérique dans le secteur de l'éducation. Et on revient bien après. Cette école, au titre de l'année académique 2018-2019, est classé premier établissement d'excellence au Bénin. Les résultats sont de 100% au baccalauréat et de 100% au PPC. Mieux, le Britannique militaire de Bembereke au baccalauréat a obtenu 70% de ses élèves au baccalauréat ayant au moins une mention assez bien. Madame la Ministre, ces résultats sont loin de nos objectifs.
Les objectifs affichés de cette école, c'est non seulement les 100% aux différents examens, mais c'est réussir à avoir, et je le dis au nom de tous les prochains candidats, 100% de mention au moins assez bien au Prytanée militaire de Bembereké. Je voudrais, par ma voix, féliciter le gouvernement et la ministre pour l'honneur que le gouvernement fait et qu'elle fait au Prytanée militaire de Bembereké en dotant ce Prytanée, ce centre, d'un centre du numérique et de la digitalisation. J'espère que d'ici très peu, nous aurons à mettre en service un autre centre dans ma commune et plus précisément peut-être au plus grand CG de Bembereké. C'est la doléance que je voulais vous faire, Madame la Ministre, et je suis sûr que cette doléance va être satisfaite d'ici là. Je demande aux bénéficiaires, les élèves et aussi le corps professoral d'en faire bon usage. Parce que les salles numériques, ce n'est pas n'importe quoi. Une salle numérique, c'est un investissement lourd. Et avec Bembereké ici, et environ, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants peuvent arriver et solliciter l'utilisation de ces salles numériques. C'est pour cela que je vous demande d'en faire un bon usage. Nous avons dans ces salles 36 ordinateurs et une imprimante. Nous avons dans ces salles de la connectivité à haut débit. Une connectivité par fibre optique, Monsieur le Commandant, Monsieur le Maire, avec un débit de 10 mégabits par seconde, ce qui permettra aux élèves, aux apprenants, à vos professeurs de pouvoir exploiter convenablement ces équipements-là, de pouvoir exploiter les ressources en ligne pour encore plus améliorer les performances scolaires du Prytanée. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons également mis en place des serveurs qui contiennent des ressources pédagogiques. Ces ressources pédagogiques et éducatives permettront également de pouvoir avoir à votre disposition un ensemble de données, d'outils pour venir en fait approfondir les connaissances que les professeurs vous transmettent chaque jour. Comme tout nouvel outil qu'on met en place, nous avons tenu à apporter la formation à ceux qui vont les utiliser. Donc les professeurs, en dehors de la formation spécifique relative à l'utilisation de ces outils-là qui sont dans la salle, auront également une formation spécifique qu'on appelle ICDL, qui est un certificat qui atteste des compétences numériques dans certaines matières et que les professeurs, donc on va prendre un échantillon de 4 professeurs pour suivre cette formation et avoir ce certificat-là. Madame la ministre, vous voici au service de l'éducation. Oui, tout à fait. Comme j'aime à le dire, le numérique a trouvé son chemin dans nos écoles et c'est très heureux parce que le président Talon nous a demandé de préparer les générations aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et préparer ces générations aux défis d'aujourd'hui et de demain, c'est donner les compétences donc à ces jeunes élèves dont ils auront besoin plus tard pour leur vie professionnelle, pour leur vie tout court. Et pourquoi avoir mis en place les 40 points numériques communautaires? Déjà, il est utile de préciser, puisque nos compatriotes vont nous juger sur cela, il est important qu'ils comprennent que nous avons abordé ainsi le projet phare sur la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et par la formation. Les points numériques communautaires sont des espaces que nous avons mis en place au niveau des communes de nos pays
pour donner accès à 3 services essentiels à la population. Le premier service, c'est celui d'avoir une salle composée de 10 ordinateurs par commune, avec d'autres ressources numériques et informatiques qui permettent en fait de pouvoir donc avoir un accès à Internet haut débit, mais aussi bénéficier de formation. Premier service. Le second service, c'est que nous avons déployé au niveau de certains endroits à haute fréquentation, comme les maisons des jeunes, des bornes Wi-Fi qui permettent aux personnes qui fréquentent ces lieux de pouvoir avoir un accès également, mais gratuit cette fois-ci. Et le troisième service, c'est qu'en amenant ces points numériques dans ces communes, les administrations, les structures privées, les ONG, toutes les organisations et même les ménages dans ces communes peuvent souscrire à des offres. Tout à l'heure, je parlais de l'Internet fixe, donc à des offres de fourniture d'Internet fixe. Donc, les PNC, les points numériques communautaires, servent à rapprocher le haut débit de nos populations, de nos entreprises, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire. On en a déployé 40 aujourd'hui, servant ainsi plus d'1 million de nos compatriotes. Vous avez des retours et les retours sont très très positifs, parce que ces PNC sont évidemment fréquentés par toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays, les artisans, les jeunes, les élèves, les jeunes, les vieux, tous ceux qui ont besoin d'avoir un accès à Internet et aussi de se former à l'utilisation des outils Internet. Mais je pense que vous avez confondu les points numériques communautaires et les salles numériques dans les établissements. Les salles multimédia. Les salles multimédia. Alors, ces salles dans les établissements, c'est une autre composante de ce projet phare que nous sommes en train d'aborder, sont déployées, elles, dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, grâce au déploiement de ces 28 salles, nous avons touché 37 000 apprenants dans les établissements scolaires de notre pays. Nous avons touché plus de 2000 enseignants qui peuvent donc utiliser des ressources pédagogiques numériques pour améliorer leur enseignement, avoir accès à des ressources auxquelles ils n'auraient pas eu accès si ces salles n'existaient pas. Donc, c'est des points avec entre 30 et 40 ordinateurs et les élèves donc, peuvent bénéficier de ces ressources. On a formé aussi près de 70 points focaux dans les établissements des enseignants. C'est ce que vous appelez les classes numériques? Ce sont les classes numériques, tout à fait. Et ces classes sont autonomes en énergie, c'est ce qu'on a vu dans l'élément témoin. Et là encore, les témoignages sont très, très encourageants. Les parents d'élèves sont très contents. Et évidemment, les responsables d'établissement, les enseignants le sont aussi. Et les apprenants peuvent bénéficier donc de ces ressources mises en place. On voit donc qu'il y a un certain engouement autour de ce projet, Madame la Ministre. Ah oui, c'est un projet qui a un impact fort sur la population parce que du coup, la population touche du doigt ce que c'est que le numérique et donc les usages commencent à être vraiment perçus dans le quotidien de nos compatriotes et c'est heureux que cela soit comme ça. Mais jusque-là, tous les établissements du Bénin n'en disposent pas encore. Prévoyez-vous de l'étendre à tout le pays? Ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est que nous avons déployé 12 salles numériques dans l'enseignement maternel et primaire, 12 dans l'enseignement secondaire, donc à raison ça fait 24, donc 2 par département de notre pays, plus 2 lycées de jeunes filles et 2 lycées d'excellence, dont le Britannique militaire. Donc 28 au total. Cette année, il est prévu de déployer également dans 24 autres établissements. Et avec le développement de la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le numérique va continuer en fait à entrer dans les établissements scolaires. Donc c'est un début, ce n'est pas une fin, bien au contraire, nous allons continuer à le faire. Et l'objectif, c'est bien que chaque élève de notre pays puisse avoir accès à ces ressources et pouvoir les utiliser convenablement. Mais quel est l'intérêt d'introduire le numérique au niveau du secteur scolaire, par exemple? Ah non, pour les élèves qui vous écoutent, qui vous regardent, il est important de repréciser tout ça pour eux. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de domaine qui n'est pas touché par le numérique. Le numérique est un secteur transversal. Les élèves, les enfants qui sont à l'école et qui sont en train d'apprendre seront demain les citoyens qui seront en situation professionnelle.
Donc je pense qu'il est important que dès le bas âge, dès la maternelle, dès le secondaire, qu'ils aient les bonnes notions de façon à ce que le numérique voilà, fasse partie en fait de leur apprentissage. Première chose. Deuxième chose, c'est tout simplement qu'avec le numérique, les enseignants aussi peuvent optimiser leur pratique pédagogique et bien entendu gagner du temps. Mes parents ont tous deux été instituteurs. Je me souviens des longues nuits à faire des fiches, justement pour pouvoir le lendemain ou la semaine suivante enseigner. Avec le numérique, l'enseignant peut optimiser cela et bien entendu gagner en fait du temps, gagner aussi en qualité par rapport à ce qu'il apprend à ses élèves, parce que ainsi, grâce au numérique, grâce à Internet, il peut avoir accès à des ressources, des cours qui sont partout dans le monde. Donc c'est un apport vraiment important. Nous allons poursuivre ce temps des moissons qui retrouve au menu le secteur du numérique et de la digitalisation. Madame la ministre, on sera à présent un peu technique. J'espère que vous aurez le langage profond pour vous rendre accessible aux profanes et aux citoyens ordinaires. Dites-nous ce qu'on peut comprendre de la MOU, de l'évaluation du personnel de l'administration, de la pertinence des centres de certification. D'accord. Alors, le MOU que vous évoquez, c'est un protocole d'accord, Memorandum of Understanding, que nous avons signé avec ICDL. ICDL, c'est un acronyme, mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est une certification, donc une normalisation des compétences dans les outils informatiques. Donc des compétences qui peuvent aller des compétences de base à des compétences plus avancées dans certains outils que nous utilisons comme Word, Excel, un certain nombre d'outils informatiques et l'utilisation de l'ordinateur. Pourquoi nous avons signé ce protocole d'accord avec ICDL qui est un organisme à but non lucratif et qui promeut en fait le développement des compétences numériques dans le monde entier? Parce que nous pensons, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut doter chaque citoyen béninois de ses compétences. Chacun à son niveau, quelles que soient ses occupations, quel que soit son quotidien, a besoin à un moment donné d'utiliser le numérique, ne serait-ce que par le portable. Donc, ce MOU a été signé et ensuite le gouvernement nous a donné l'autorisation de procéder à l'évaluation du personnel de l'administration. Nous sommes en train de mener beaucoup de projets, de mettre en place des plateformes numériques au niveau de l'administration. Il est essentiel que le personnel de l'administration puisse avoir les compétences qu'il faut pour opérer ces plateformes. Donc, à la suite de l'évaluation qui est déjà faite, nous allons pouvoir procéder à la phase de mise à jour de ces compétences au niveau du personnel de l'administration. Alors, parlons d'un mot rapidement sur le Bénin Digital Tour. Alors, le Bénin Digital Tour, toujours au sein de ce projet phare de généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation, c'est un tour que nous faisons à travers le pays pour former toujours toutes les catégories socio-professionnelles qu'on rencontre dans ce tour à l'usage de l'outil numérique. En 2018, lorsque nous avons fait la première édition du Bénin Digital Tour, nous avons formé à peu près 1250 personnes, toutes catégories confondues, élèves, artisans, enseignants, personnes travaillant pour des structures administratives privées, etc. Et en 2020, donc cette année, nous prévoyons de former 11 000 personnes en utilisant justement tous les centres que nous avons déployés, les PNC, les salles numériques, ce qui permettra d'avoir un impact plus grand. Donc ce tour sert vraiment à amener les compétences numériques, en tout cas les formations, au plus près des populations. Finalement, la généralisation de l'usage du numérique est réellement en marche. Tout à fait, tout à fait. C'est bien ce que nous avons comme objectif et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et les témoignages, comme je le dis, sont vraiment là. Nos compatriotes sont très heureux de pouvoir bénéficier de ces compétences, de pouvoir bénéficier de ces outils que nous mettons au plus près d'eux dans les différentes communes. Et pour boucler ce volet de l'implication de votre secteur d'activité dans l'éducation, Madame la Ministre, dites-nous où est-ce que vous en êtes réellement dans la construction du réseau national d'éducation et de recherche? Alors, un volet très important de ce projet phare, c'est vraiment le réseau béninois d'éducation et de recherche, effectivement,
parce que cela s'adresse à une cible qui est très importante pour le gouvernement, la cible estudiantine. Ce sont nos universités, ce sont nos centres de recherche, ce sont les étudiants du Bénin. Donc ce que ce projet vient faire, c'est d'apporter la connectivité haut débit au niveau de nos universités et de nos centres de recherche. Ensuite, ce réseau béninois d'éducation de recherche est constitué par une interconnexion de l'ensemble de ces universités et centres de recherche de façon à leur permettre de partager des ressources. Ensuite, ce réseau qui est ainsi constitué par cette interconnexion est lui-même connecté au réseau ouest-africain et central d'éducation et de recherche, le réseau WACREN notamment, et le réseau WACREN est lui-même connecté au réseau mondial d'éducation et de recherche. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Un étudiant qui est à Parakou, qui est à l'université d'Abomey-Calavi, peut avoir accès à des ressources qui se trouvent à Singapour, à l'université de Harvard, n'importe où dans le monde, peut utiliser des ressources comme des calculateurs qui sont n'importe où dans le monde. Donc, ça ouvre vraiment le monde du savoir. Ça ouvre le monde du savoir et ça fait que nos étudiants pourront avoir accès à ce monde du savoir. Donc, nous développons aujourd'hui ce réseau. Nous en sommes à l'étape de mise en œuvre technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont au niveau des 10 sites universitaires qui constituent la phase 1 de ce projet et qui sont en train donc de faire les câblages, les mises aux normes techniques, le génie civil. Ensuite, on procédera à la configuration des équipements et on mettra par-dessus toutes les plateformes applicatives, la téléphonie sur IP, les conférences téléphoniques et toutes les ressources pédagogiques pour les étudiants. On va s'intéresser à un volet capital, un autre volet qui rendait quelque peu sceptique et nourrissait des doutes par endroits, le portail national des services publics. On se posait 1000 questions. Comment cela sera-t-il possible? Comment prendra-t-il corps? Et quelle forme? Et oui, cela a été effectif il y a quelques jours. Le portail national des services publics. Avant de nous y intéresser. Désormais une réalité. On va faire un tour à la régie pour suivre le reportage bien à propos et revenir après pour nous convaincre maintenant de l'applicabilité des fonctionnalités de ce portail national des services publics. Je vous avais dit que l'année 2020 verrait naître le portail national des services publics du Bénin. Eh bien, nous y voilà aujourd'hui. Et c'est un pas majeur parce que l'administration publique représente en fait l'interface entre l'État et les citoyens, entre l'État et les entreprises. Nous avons aujourd'hui un portail abouti et sécurisé. Nous avons bâti des compétences locales avec la mise en place de ce portail qui est donc que notre pays soit la plateforme de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, sur le portail, nous avons environ un peu moins de 300 services. Nous arrivons à capturer l'information et seulement l'information dont nous avons besoin et à composer, s'il s'agit du certificat de nationalité ou du RCCM, ce document de manière automatique et à le valider avant de le délivrer. Donc il y a derrière le portail une technologie importante, une technologie majeure que constitue cette interopérabilité des systèmes d'information. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, par exemple, quelqu'un prenne le NPI d'une autre personne, renseigne une autre adresse mail et qu'il y a une usurpation d'identité? À partir du moment où vous avez votre numéro NPI, vous avez sur le portail la possibilité de créer pour la première fois votre compte. Et vous avez une interface qui est assez simple, c'est assez important de dire qu'elle est intuitive, qui va vous demander de rentrer le numéro NPI que vous avez eu à l'ANIP. Vous avez
un one-time password, c'est-à-dire un mot de passe qui vous est envoyé sur votre téléphone. Pourquoi? Pour être sûr que la personne qui est allée récupérer le numéro NPI à l'ANIP est bien la personne qui s'est connectée sur le portail et qui a donc son téléphone en main à ce moment-là. Oui, Rachida. Le portail national des services publics, c'est désormais une réalité. On l'a vu, vous l'avez lancé, Madame la ministre. Désormais, on peut avoir accès, on peut recourir à n'importe quel service aujourd'hui via le digital. C'est vraiment cela, c'est-à-dire que les citoyens, les entreprises peuvent désormais interagir avec l'administration, bénéficier des services publics fournis par l'administration de n'importe où. Et je suis à Bassila, par exemple, de Bassila, c'est possible. De n'importe où, vous avez un ordinateur, vous avez votre téléphone portable, un dispositif de réception. Vous pouvez aller sur www.service-public.bj et avoir accès à des informations en ligne sur plus de 250 services. Des informations comme quelles sont les pièces à réunir pour avoir accès à tel service public. Où est-ce qu'il faut aller, et aussitôt un vous avez la contact. réponse. Bien sûr, sur le site, les informations sont déjà là, oui. Et puis, parmi ces 250 services, il y en a que vous pouvez directement consommer en ligne, en soumettant votre demande en ligne. Et pour certains services, déjà, nous avons eu un processus abouti qui vous permet de payer en ligne et de pouvoir avoir accès à votre document, si c'est un document que vous auriez retiré dans l'administration, directement en ligne. C'est pour ça que dans l'élément, vous voyez que je dis que le portail est abouti. Et aujourd'hui, dans la sous-région, je peux vous dire que notre portail est un portail qui va servir de référence. C'est le premier portail de la sous-région qui intègre une identification sûre des citoyens à travers l'utilisation du numéro personnel d'identification. Et c'est un portail entièrement sécurisé et qui est bâti sur une plateforme d'interopérabilité, ce qui est aussi une innovation majeure que nous avons faite dans notre pays. Et il y a un réel gain de temps avec ce portail national des services publics. En fait, désormais, les déplacements, les longs déplacements, tout à pour avoir les renseignements et tout, c'est fini. Tout à fait. Ce portail des services publics, ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est la manifestation du gouvernement et du président de la République de vraiment moderniser notre administration publique et de mettre l'usager au centre de la fourniture de services publics. C'est un gain de temps pour les usagers, c'est plus de transparence aussi, parce que vous pouvez faire toutes vos transactions en ligne et avoir votre document directement. Et bien entendu, c'est l'assurance que tous les usagers sont traités de façon égale, parce que l'outil numérique ne fait pas de discrimination. Donc le portail vient vraiment nous aider dans la mise en œuvre de ce projet important qui est l'administration intelligente. Madame la ministre, on poursuit notre entretien. Dites-nous, que comprendre de la plateforme d'interopérabilité du SI gouvernemental? La plateforme d'interopérabilité, c'est une plateforme, donc un dispositif qui permet l'échange sécurisé de données entre les structures administratives. L'efficacité d'une administration publique vient de ce que la transmission d'informations entre les structures administratives se fait de façon fluide, rapide et avec de la sécurité. Donc cette plateforme que nous avons mise en place et qui est une technologie très évoluée, sert à cela. Donc grâce à cela, les structures administratives, les ministères, les autres structures de l'administration comme les directions départementales peuvent en fait s'envoyer des données de façon périodique, plusieurs fois par jour, des données de qualité qu'on peut tracer. Donc cela permet en fait une meilleure efficacité de l'administration. Et je le disais tout à l'heure, nous avons aussi bâti notre portail national des services publics sur cette plateforme, ce qui en fait un portail
fortement évolué, où en fait on n'a pas, excusez-moi le terme, bidouillé en fait des bases de données. Donc nous avons vraiment au niveau de notre projet phare d'administration intelligente mis en œuvre les technologies les plus récentes et les technologies les plus évoluées pour gagner en efficacité et en temps également. Alors, où en est le Bénin dans la transformation, on va dire, digitale des domaines d'activité tels que les finances, par exemple, l'éducation, l'agriculture et autres? Vous savez, depuis tout à l'heure, on parle du numérique, on parle des 6 projets phares. Ces projets phares sont en fait les socles qu'on met en place dans le secteur du numérique. Mais à côté de ça, il y a tout ce que le numérique apporte aux autres domaines d'activité, parce que le numérique est un secteur transversal et permet d'optimiser tous les autres domaines d'activité, comme je viens de le dire. Dans le secteur de la santé, par exemple, vous savez qu'on peut dématérialiser les dossiers des patients, de façon à ce que quand vous êtes en mission, par exemple à Parakou pour une émission, si vous devez aller au centre universitaire hospitalier de Parakou, eh bien vous pouvez avoir, le médecin qui vous traite pourra avoir accès à votre dossier qui est habituellement à Cotonou parce que vous résidez à Cotonou. C'est aussi quelque chose que le numérique peut faire, permettre donc cette dématérialisation. Je prends un secteur comme l'éducation, on en a parlé largement. L'agriculture peut-être? L'agriculture, évidemment. Les agriculteurs peuvent avoir accès aux données sur les marchés pour pouvoir donc savoir comment gérer leur stock. Les agriculteurs peuvent avoir accès à des informations en ligne pour traiter, par exemple, leur domaine. En cas de problème, ils peuvent être en ligne avec des conseillers agricoles. Donc, autant de choses que le numérique apporte. La transversalité de notre secteur fait que nous avons beaucoup d'applications que nous pouvons, et beaucoup de socles que nous pouvons apporter aux autres domaines d'activité. Alors, Loris, d'abord, nous ne saurions évoquer la question du numérique et de la digitalisation au Bénin sans aborder ce projet phare du gouvernement qu'est l'avènement de la TNT. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Vous avez bien raison, le passage à la télévision numérique terrestre est donc un autre projet phare du secteur du numérique. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, le socle d'infrastructure qui est nécessaire pour la TNT est bâti complètement. Nous avons aujourd'hui à travers le pays 29 sites qui sont terminés, qui ont tout le dispositif d'équipement qu'il faut pour que la TNT puisse avoir lieu dans notre pays, donc pour que les émissions en TNT se fassent, la diffusion se fasse. Nous avons également sur le plan réglementaire pris en fait les textes, le Conseil des ministres a adopté les textes relatifs dans la loi sur la radiodiffusion numérique. Voilà, les tests d'application de cette loi justement. Ensuite, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de s'assurer qu'on lance la TNT et que ce lancement est réussi et que derrière l'exploitation et les contenus suivent de façon à ce que cette exploitation soit pérenne. Donc c'est à cette étape que nous en sommes aujourd'hui. Vous parlez de lancement. Madame la ministre, est-ce qu'on sait aujourd'hui quand est-ce que ce sera lancé? Est-ce qu'on le sait? Ce que nous savons avec certitude, c'est que le gouvernement est en train de prendre les dispositions, comme je le disais, pour que l'exploitation de la TNT soit une réussite dans notre pays. La chose la plus challengeante dans la TNT est aujourd'hui effectuée chez nous, c'est l'infrastructure, c'est l'équipement. Et donc ce qui reste, comme je le disais, c'est la partie concernant la réception dans les ménages, dans les maisons de cette TNT. Et le gouvernement est en train d'examiner les différentes options pour que, dès lors que nous démarrons, qu'on ne s'arrête plus et que les populations soient satisfaites de cette TNT. Donc à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un délai, non? Nous sommes en train d'examiner toutes les options qui permettront justement de pouvoir avoir une exploitation réussie de la TNT. Vous savez, la TNT, c'est les équipements, mais c'est aussi d'autres choses comme les contenus, comme la qualité de service, justement, on en parlait. Donc tous ces éléments doivent être bien affinés et ensuite on pourra y aller. Alors la ministre, dites-nous brièvement quels sont les éléments constitutifs du réseau de collecte, de diffusion? C'est toute la partie infrastructure. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que le réseau de collecte, qui est tout simplement
tous les équipements qu'on a mis en place qui permettent de pouvoir collecter les programmes auprès des chaînes, donc l'ORTB et puis toutes les chaînes de notre pays et d'autres chaînes à venir. Donc ce réseau qui permet cette collecte est en place. On a ensuite le réseau de diffusion, composé des émetteurs-récepteurs, de tout ce qu'il faut, donc l'énergie. Tout cela est également en place. Donc, c'est le réseau de diffusion. Et lorsqu'on fait la collecte via, soit ça peut être des réseaux de faisceaux hertziens, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des réseaux de transport qui permettent justement de collecter ces programmes et de les emmener au centre de Calavi, d'Abomey-Calavi, qui est la tête de réseau. Ensuite, on les multiplexe, donc on les met ensemble, on les ordonne pour ensuite les diffuser. Et on a un réseau de diffusion qui est aussi en place avec des émetteurs et un complément par satellite. Et donc, le réseau est complet et déjà en place. Il faut quand même qu'on dise un mot sur l'entrepreneuriat numérique. Tout à fait. L'entrepreneuriat numérique est très important parce que c'est la dynamisation ou en tout cas l'apport d'une bonne dynamique aux acteurs du secteur. Le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, c'est un fonds qui vient donc en appui pour développer donc l'écosystème. Et ce fonds va servir à fournir, en tout cas à donner des appuis au niveau de l'amorçage pour certaines de ces entreprises, ces jeunes pousses, les startups comme on les appelle, des fonds aussi de contrepartie. Et le fonds aidera également à mettre en synergie l'ensemble des actions et à permettre l'immersion de ces startups dans des écosystèmes. On le voit aujourd'hui dans l'environnement anglophone, les startups sortent beaucoup, vont beaucoup vers les autres, ce qui leur permet de s'affermir, de s'aguerrir. Il est déjà opérationnel, ce fonds? Il est déjà opérationnel et les activités ont démarré. Donc cet appui vient vraiment donner à l'écosystème une impulsion forte également. Madame la ministre, je ne voudrais pas vous proposer une conclusion à connotation polémique, mais nous n'allons quand même pas y mettre un terme sans aborder notre fameux code du numérique. Je ne vous apprends rien. Amnesty International demande la révision de ce code, vous l'avez lu. Le code du numérique, depuis son entrée en vigueur, plusieurs journalistes, blogueurs et activistes, tout au moins 17, ont été privés de liberté ou interpellés. Que compte faire le gouvernement, bien à propos? Alors, relire le code du numérique sur la base de la raison que vous évoquez revient, de mon point de vue, à réduire donc ces 647 articles aux dizaines d'articles qui traitent des questions de sanctions liées aux délits et aux manquements prévus dans le code. Et cela me paraît extrêmement préoccupant de réduire l'ensemble du code à cette dizaine de dispositions. Je pense qu'il est important que nos compatriotes sachent que le code du numérique, c'est 7 livres qui traitent de questions importantes pour le secteur. Des questions relatives aux communications électroniques, à la protection des données personnelles, à la confiance numérique, aux outils écrits électroniques, à la lutte contre la cybercriminalité. Et en plus de ça, le code n'est pas venu inventer les délits. D'accord. Ce sont des délits qui existent. Ce sont des délits qui existent. Le code est venu pour s'assurer que les outils, les plateformes numériques ne servent pas à faciliter la survenance de ces délits ou à en aggraver les conséquences. L'usurpation d'identité, par exemple, ce n'est pas du fait du code, c'est un délit qui existait. Seulement, on veut s'assurer que du fait de ces outils qui permettent aux gens de se cacher dans ce monde virtuel, eh bien, les gens soient dissuadés justement d'utiliser les outils pour commettre des délits. Et donc, qu'on puisse prévoir les dispositions, les sanctions convenables pour dissuader. Mais c'est vraiment important de dire que le code, c'est 647 articles, c'est 7 livres, et c'est un arsenal que beaucoup de pays nous envient. C'est quelque chose d'important pour nous dans le secteur parce que ça donne une prédictabilité. Alors, vous êtes une femme, vous portez si bien le secteur du numérique au Bénin. Est-ce que vous pensez faire rapidement quelques mots pour donner espoir à ces jeunes filles qui, pourquoi pas, peuvent investir ce domaine si créateur d'emplois? Je pense que c'est important de dire aux jeunes femmes qui nous écoutent que le secteur du numérique est un secteur d'opportunité pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent en fait diversifier leurs compétences parce que ça participe aussi à la qualité des services et des équipements qui sont produits dans le secteur du numérique.
Nous allons continuer notre marche vers la digitalisation de notre administration, de notre pays, de notre société, cette transformation digitale importante qui est un gage d'accélération vers le développement. Et les femmes font partie de cela. On ne peut pas mettre de côté plus de 50% de la population. Donc je les invite à vraiment embrasser ce secteur. C'est leur secteur, c'est le leur. Merci, Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumaro. Merci Rachida, merci à vous Madame la Ministre. Ce sera tout pour ce numéro du temps des moissons sur la télévision nationale qui recevait Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, justement ministre du numérique et de la digitalisation. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.